Bonjour, je suis absolument ravi de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un comparatif de zoom grand angle, super grand angle même, puisque nous avons en compétition le 14-24 à ouverture 2.8 et le petit nouveau, le Challenger, le 14-30 à ouverture 4 série S. Série S, ça veut dire qu'il est destiné à être monté sur les hybrides Z6 et Z7 que Nikon a sortis fin 2018. Mais la vraie question, c'est est-ce que cette ouverture 4 n'est pas trop pénalisante? Et les qualités optiques permettent-elles de rivaliser avec le 2.8 qui était déjà de très bonne qualité? Alors pourquoi, me direz-vous, s'intéresser à un objectif qui ouvre à 4, dont le range est assez proche de celui qui ouvre à 2.8? On peut légitimement se poser la question. Pour ma part, j'ai plusieurs réponses. La première, c'est le poids et l'encombrement. Les caractéristiques que vous voyez s'afficher montrent bien que cet objectif 2.8 est plus lourd, plus long, et au bout d'une journée de tournage ou de reportage photo, ça compte. On finit par fatiguer au niveau des articulations de la main, des doigts, voire même des épaules, quand on a à la fois un boîtier et un objectif trop lourd. La deuxième raison, c'est une question de discrétion. Lorsque je fais des reportages en ville, j'aime bien avoir à la fois un boîtier et un objectif un peu passe-partout. C'est vrai que quand on arrive avec un D5 et un 14-24, c'est très imposant, c'est très gros et c'est un peu ostentatoire. Un Z6 et le 14-30, c'est beaucoup plus discret, ça passe partout. Une autre raison, ce sont les possibilités que l'on a ou pas de monter des filtres additionnels. Sur le 14-24, on a une lentille bombée, avec très proéminente, avec beaucoup de difficultés. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est quand même plus difficile de monter des filtres, que ce soit un filtre ND variable ou un filtre polarisant. Ça coûte beaucoup plus cher. Avec le 14-30, c'est bien plus simple, un diamètre presque standard, une lentille plate, donc là on va retrouver beaucoup de filtres et d'accessoires qui se montent facilement à des coûts plus raisonnables. Dernier point qui a vraiment suscité mon intérêt et qui a justifié l'essai de cet objectif, c'est la différence de range par rapport au précédent. On passe de 24 mm en fin de range sur le 2.8 à 30 avec le 4. Alors bien sûr, ce n'est pas une différence énorme, mais ça peut quand même avoir son importance. Pas en architecture ou en intérieur, où là de toute façon je suis très souvent entre 14 et 20 mm, mais c'est plus polyvalent. Je me vois parfaitement partir à la découverte d'une ville, par exemple, avec le 14-30, un 85 et puis c'est tout. Alors qu'avec le 14-24, systématiquement, je prenais au moins un 24-70 en complément. Alors, bien sûr, me direz-vous, on perd l'ouverture 2.8. C'est clair, c'est un vrai choix. On va voir dans les images suivantes si c'est très pénalisant, à quel moment ça l'est, et si au niveau qualité optique, on a à peu près l'équivalent entre les deux objectifs ou non. Prochainement, je réaliserai une autre vidéo avec une utilisation du 14-30 f4 en vidéo ce coup-ci, et je l'espère monter sur un gimbal, un stabilisateur, où on verra que sa petite taille et sa compacité sont des atouts importants lorsque l'on veut faire des images en mouvement avec un stabilisateur sans qu'il y ait besoin de prendre un matériel trop gros et bien évidemment trop cher. Voilà pour cette rapide présentation statique et les raisons qui m'ont amené à vous présenter ce test comparatif. Bien, maintenant l'important c'est ce qu'il y a dans la boîte. Allez, place aux images, on va voir ensemble si on peut switcher du 2.8 au 4 ou s'il faut conserver l'ancêtre. Allez, ça y est, c'est parti pour le comparatif d'images. Donc, à gauche, le 14-30, à droite, le 14-24. Alors déjà, d'un point de vue général, on va dire que les deux images sont assez similaires. La colorimétrie est identique. La correction de vignettage et de distorsion assurée par NX2, elle est bonne. Le logiciel fait bien le job.
Alors essayons de voir un petit peu plus près ce que ça donne au niveau du piqué et de la définition de l'image. Bon, par exemple, au centre de l'image, on a les petites franges du tapis, là vous voyez, elles sont bien définies sur les deux images, il n'y a pas de souci particulier. Alors plus compliqué, allons voir sur les bords extrêmes de l'image, le cadrage n'est pas tout à fait identique, hein, désolé j'ai un petit peu bougé le trépied, mais bon, globalement, par exemple sur les DVD au fond, là, sur le bord extrême droite, il n'y a pas de différence notable. On peut dire que ces deux images-là seront difficiles à discerner, à la fois sur un écran ou même sur un tirage d'assez grande dimension, jusqu'à A2, et je pense qu'on ne pourra pas faire de différence entre les deux objectifs. Alors, le test est bien parti, pour l'instant, égalité. Alors même opération, mais ce coup-ci à la focale 24 mm, on a toujours le 14-30 à gauche et le 14-24 à droite. Là aussi, l'équilibre général de l'image est conservé d'un côté comme de l'autre, l'équilibre colorimétrique, les corrections de distorsion et de vignettage sont parfaitement assumées par NXED. Cropons, zoomons dans l'image, donc là au centre. Écoutez, moi je trouve que c'est assez similaire, une fois de plus. On n'a pas vraiment de perte de définition, ni d'un côté ni de l'autre. Voyons voir dans les angles. On retrouve la même acuité, la même précision, d'un côté comme de l'autre. Pas de grosse différence à mes yeux. Autre comparaison qui peut avoir son intérêt, nous sommes toujours avec le 14-30 à f4, et par contre sur le 14-24, je suis passé à 2.8. Donc là, on peut constater que globalement, l'image est relativement proche. Par contre, si on va voir un petit peu plus dans les angles, on s'aperçoit que le 14-24 à 2.8 perd un petit peu de sa superbe. Et là, c'est normal, l'ouverture 4 sur le 14-30 permet de conserver beaucoup plus d'homogénéité. Enfin, beaucoup plus, j'exagère, un peu plus d'homogénéité. Par sécurité, je suis passé à l'extérieur, à la même focale et à la même ouverture, hein, donc au 14 mm à l'ouverture 4. Que ce soit avec le 14-30 ou le 14-24, on retrouve les mêmes caractéristiques qu'à l'intérieur, avec une image qui est toujours de très très bonne tenue. Il n'y a pas de grosse différence, plus exactement, il n'y a même pas de différence du tout. C'est très très compliqué de différencier les deux objectifs. On reste sur une très belle égalité pour l'instant. Pour ce nouvel exemple, toujours à la focale 24 mm, bon, 24,5, désolé, pour le 14-30 et 24 mm pour le 14-24. Là aussi, une très belle image, beau contraste avec un piqué vraiment superlatif sur les deux focales. Hein. C'est sûr que là, on est pratiquement au summum de leur capacité, à une ouverture de 8. Alors, autre test qui peut vraiment être intéressant, c'est la comparaison entre une ouverture de 8 à 14 mm pour l'instant sur le 14-24 et bien évidemment une ouverture à 4 puisque le 14-30 n'ouvre au maximum qu'à 4. Alors bien sûr on voit le fond, l'arrière-plan, on ne peut pas parler vraiment un bokeh très prononcé, mais l'arrière-plan est quand même un petit peu plus estompé et permet d'avoir une mise en valeur du premier plan. Ce qui n'est pas le cas sur l'ouverture 4, même si l'arrière-plan est quand même pas net, aussi net que le premier plan, mais la différence est moins marquée. Si on croppe un petit peu dans l'image, on s'aperçoit effectivement que là, les deux premiers plans sont très nets. Je dirais même que le 14-30 à 4 est plus net que le 14-24 à 2.8, ça c'est clair, mais d'un autre côté, l'arrière-plan est un petit peu plus estompé. Donc passons désormais à 24 mm, 24,5 très exactement sur le 14-30, 24 mm tout rond pour le 14-24, et on est donc à la pleine ouverture, à 2.8 pour le 14-24 et 4 pour le 14-30. Alors on remarque immédiatement que l'arrière-plan est un petit peu plus flouté sur l'ouverture de 8, c'est pas énorme, moi franchement je trouve pas ça énorme. Par contre, chose un petit peu décevante, hein, c'est que le premier plan qui devrait être très très net, l'est parfaitement sur le 14-30 à l'ouverture 4, c'est un petit peu moins marqué, même à la zone de netteté maximum, sur le 14-24 à 2.8. Bien, passons maintenant à la distorsion.
On a toujours à ma gauche le 14-30, donc là on est à 14 mm et à la pleine ouverture à focale 4. Et on est bien évidemment sur le 14-24 à droite, 14 mm, également à f4. Ce qu'on constate immédiatement, bien que la correction de distorsion soit activée pour les deux objectifs, c'est qu'on a une image qui est parfaite sur le 14-30. Il n'y a aucune distorsion visible, ou alors vraiment c'est à la marge et ça ne sera jamais gênant. Ce qui n'est absolument pas le cas pour le 14-24 de 8. Donc on vérifie bien que la correction de distorsion est activée. Là, on peut l'enlever. Donc vous voyez que ça accentue encore cette distorsion. Donc là, on va l'activer. Voilà, c'est mieux, mais ça ne corrige pas totalement. Petit rappel, on n'a pas cette possibilité-là sur le 14-30. Vous voyez qu'on n'a plus le contrôle de enlever ou remettre le contrôle automatique de la distorsion. C'est d'office tout le temps corrigé. Bon, ceci étant, c'est parfaitement bien corrigé. Pourquoi effectivement avoir envie d'enlever une correction qui fait très bien son travail? Ce qu'il faut retenir, c'est que le 14-24 ne permet pas d'atteindre cette presque perfection dans la correction de distorsion. Alors vérifions ensemble sur les autres focales. Là on est à 20 mm, donc toujours le 14-24 à droite, le 14-30 à gauche. Là je dois avouer qu'il y a un petit peu moins de différence, c'est moins marqué qu'à 14 mm. Si on enlève la distorsion, le contrôle automatique de distorsion sur le 14-24, on voit d'ailleurs qu'il n'y a pas une grosse différence. Je le mets, je l'enlève, non. Franchement, c'est assez linéaire. Dans un cas comme dans l'autre, on a assez peu de distorsion sur les deux zooms. Alors, dernier exemple pour ce qui concerne l'analyse de la distorsion à 24 mm. Sur le 14-30 à l'image à gauche, je trouve qu'on a une très légère distorsion en coussinet. Sur le 14-24, je n'aperçois pas de distorsion quantifiable sur une image. Là aussi, il faudrait faire une analyse sur une grille beaucoup plus précise, mais en tout cas, sur les images, ça sera exploitable parfaitement sans gêne. Alors passons désormais à l'analyse du flair, des images fantômes, parasites. Sur le côté gauche, le 14-30 à 14 mm et à l'ouverture 4, l'image est parfaite, il n'y a aucune image parasite, aucun reflet. Ce qui n'est malheureusement absolument pas le cas du 14-24, à la même ouverture et à la même focale. Vous voyez qu'il y a ici un point lumineux assez marqué, des arcs de cercle également. C'est lié principalement à la dernière lentille qui est sphérique et proéminente et qui prend beaucoup de rayons incidents dès que la lumière vient d'un 3/4 face. Ça sera toujours le cas sur cet objectif, ça le handicape fortement dans de nombreux cas malheureusement. Bien, nous voilà presque au terme de cet essai comparatif, mais avant de rendre mes conclusions définitives, je tenais à faire un petit peu avec vous le tour du propriétaire de ces deux beaux objets que sont le 14-30 et le 14-24. Alors en termes de finition, je dirais qu'on est à peu près au même niveau, avec bien sûr un graphisme un petit peu différent, puisqu'on a d'un côté quelque chose qui est un peu doré, un peu clinquant, hein, on va dire fin des années 90, début 2000, même si l'objectif est plus récent, mais ça ressemble un petit peu à ça. Et puis quelque chose qui est beaucoup plus sobre, presque monacal, hein, avec le 14-30, très peu de boutons de toute façon, le débrayage de l'autofocus, le choix de la focale, du range, et puis la mise au point, c'est tout. Sur le 14-24 d'ailleurs, c'est à peu près la même chose, pareil, hein, on peut débrayer l'autofocus aussi, également la bague de mise au point. Alors celle-ci n'est pas électrique, contrairement au 14-30, mais la course est tellement réduite, vous voyez, c'est vraiment un dixième, un vingtième de tour, et c'est vraiment anecdotique, hein. Je m'en sers très rarement. Le choix de la focale, il faut vraiment manipuler, forcer, il y a des lentilles un peu lourdes, c'est moins agréable que le 14-30. Je dois avouer que la manipulation n'est pas forcément aussi fluide que ce que j'aurais espéré sur un objectif pro ouverture 2.8. Autre différence qui peut avoir aussi son importance, sur le 14-30, il y a déjà un point dur pour débrayer un petit peu, pour mettre en route l'objectif, et arriver sur la focale 14. Vous voyez, il faut forcer, hein. Ensuite, de 14 à 24, l'objectif se rétracte,
et ensuite à 30, il remonte très légèrement. Sur le 14-24, lui c'est une mise au point interne, donc quelle que soit la focale sélectionnée, il n'y a pas de modification de longueur de l'objectif. Les pare-soleil sont aussi assez différents puisqu'on a sur le 14-24 un pare-soleil qui est fixe avec cette fameuse lentille bombée qui pose parfois problème pour mettre des filtres. Alors que sur le 14-30, l'objectif, une fois rétracté, voilà, eh bien on peut enlever parfaitement le pare-soleil et le désolariser de l'objectif. Il y a un petit cran, vous l'avez entendu, clac, voilà, qui permet de bien fixer le pare-soleil. Alors je n'ai pas réalisé sur ce test comparatif des zooms super grand angle de test de vitesse d'autofocus. Ça ne me paraît pas forcément très important sur ce type d'objectif. Je vais dire que l'autofocus réagit bien, correctement, assez rapidement pour filmer ou photographier ce qu'on a photographié avec un grand angle. Bon, ça y est, on est arrivé à l'heure du choix. Bon, je ne vais rien vous cacher, vous l'avez d'ailleurs compris, dans les résultats des tests, c'est ça le plus important. Ce 14-30 fait aussi bien, voire mieux que le 14-24 2.8. Bon, la messe est dite, il est plus petit, plus léger, plus discret, on peut mettre des filtres, on a un range qui est supérieur puisqu'il va jusqu'à 30, bref, il a tout pour lui. Alors, tout, non, pas tout à fait, le prix. Là, ça commence à gratter un peu. 1 500 €, à 300 € près, c'était le prix de celui-ci il y a 5 ans. Ouais, ça fait mal. Bon, alors il existe des solutions. Pour ceux qui ont, comme moi, un objectif, vous pouvez le revendre ou le faire reprendre. Christian de Camara Cournon fait des reprises et me permet aussi d'essayer et d'acheter dans des conditions intéressantes mes objectifs. Mais bon, il faudrait quand même que je me calme. Si à chaque fois que j'en essaye un, je l'achète, ça va mal se terminer. Bon voilà, cet essai comparatif est terminé. On se retrouve très vite sur la chaîne en préparation les nouveaux objectifs 35 et 50 1.8 S, toujours pour les hybrides Z6 et Z7. J'espère très rapidement également un stabilisateur, peut-être le Ronin SC, le tout nouveau DJI. Tout ça est en préparation et en discussion. Allez, à très vite, à bientôt, je vous remercie beaucoup et surtout, n'oubliez pas, on s'abonne, les notifications, ça m'aide toujours autant. À bientôt, ciao!